Est-ce que vous êtes là? D'accord, je continue. Donc, on a dit que la mutation constitutionnelle, lorsqu'elle touche un gamète parental, est appelée mutation germinale. Si elle survient après la fécondation, c'est-à-dire lorsqu'elle touche le zygote ou l'œuf fécondé, on l'appelle mutation de nouveau ou niomutation. Cette mutation constitutionnelle sera présente donc dans toutes les cellules somatiques de l'individu qui est issu du gamète parental ou du zygote fécondé, muté, de zygote muté ou l'œuf fécondé muté. Donc, elle va être présente dans toutes les cellules somatiques et même des cellules germinales. Et de ce fait, elle va être transmissible à la descendance, c'est-à-dire que cet individu, donc issu du zygote muté ou du gamète parental muté, va la transmettre à sa descendance. Il existe maintenant 3 types de mutations. On a la mutation génomique. Mutation génomique consiste à une altération du nombre de chromosomes, la polyploïdie ou bien l'aneuploïdie. L'aneuploïdie, par exemple, le syndrome de Klinefelter, donc 47XXY, syndrome de Turner 45X0. La mutation peut être chromosomique, c'est-à-dire altération de la structure d'un ou plusieurs chromosomes, une délétion d'une partie du chromosome, une insertion d'une partie du chromosome sur un autre chromosome. L'essentiel, une mutation qui intéresse un chromosome. Les deux mutations, les deux premières types, vous allez les voir normalement dans le cours du karyotype. Et ces deux types sont détectés grâce au karyotype. Le troisième type qui nous intéresse dans notre cours, c'est la mutation génique. Génique, vient du mot gène, c'est-à-dire l'altération d'une séquence d'ADN transmissible ou altération d'un gène. J'ai dit que la mutation acquise ne se transmet pas à la descendance parce qu'elle touche que les cellules somatiques, et la mutation constitutionnelle se transmet à la descendance parce qu'elle touche les cellules germinales. Donc les cellules germinales, c'est-à-dire gamètes parentales ou bien le zygote. Dans les deux cas, elles se transmettent à la descendance. Donc, je reviens aux 3 types de la mutation. Donc, mutation génomique et on ne va pas parler donc des mutations génomiques et mutations chromosomiques. Ce que nous intéresse, c'est les mutations géniques, altération d'une séquence d'ADN transmissible. On va citer quelques types de mutations géniques. Le premier type de mutation génique, c'est les mutations ponctuelles aux microlésions d'ADN, c'est-à-dire la mutation de quelques nucléotides. Il existe 3 types de mutations ponctuelles: la substitution, la délétion et l'insertion. La substitution consiste au remplacement d'une nucléotide par une autre. Le remplacement d'une nucléotide par une autre. Elle est appelée traversion lorsque le nucléotide remplacé, un purine, est remplacé par un pyrimidine et vice-versa. C'est-à-dire un pyrimidine est remplacé par purine. Dans ce cas-là, on appelle la substitution une traversion. Lorsque le nucléotide purine est remplacé par purine et le pyrimidine remplacé par pyrimidine, on appelle dans ce cas-là la substitution une transition.
Ça pour le premier type de mutation ponctuelle. On passe au deuxième type de mutation ponctuelle, la division. C'est quoi la division? La division, c'est la perte d'un nucléotide. Donc, ici, on a T, T, A, A, G. Et ici, on n'a que T, T, A, G. Donc, on a perdu un nucléotide qui était au milieu. On appelle ça délition. L'insertion, donc, c'est l'addition d'un nucléotide. Donc, au début, on a eu 5 nucléotides dans ce segment. En cas d'insertion, on aura 6 nucléotides. Donc, on a plutôt, c'est cette nucléotide qui était inséré, le guanine. Donc, normalement, on a T, T, A, A, G. À l'insertion, après l'insertion, on a T, T, A, G, A, G. Donc, il y avait l'insertion de cette nucléotide. Ça, c'est pour les mutations ponctuelles. Donc, il y a 3 types de mutations ponctuelles ou microlésions d'ADN. La substitution, la dilution et l'insertion. La substitution, donc, se trouve sous 2 formes. La traversion, lorsque le changement se fait entre purine et pyrimidine. Et la transition, lorsque le changement se fait soit entre purine et purine, soit entre pyrimidine et pyrimidine. On passe maintenant aux conséquences de ce type de mutation, les conséquences des mutations ponctuelles. Donc, on a les mutations non-sens. On dit qu'une mutation est non-sens si donc, la mutation donne donc un codon de stop, un codon stop qui n'était pas présent avant la mutation. Donc, ça, c'est avant la mutation. Ça, c'est après la mutation. Avant la mutation, la séquence était CAA. C'est un codon qui code pour un acide aminé. Après la mutation, le C était remplacé par le T. Et on obtient un codon TAA. Ce codon est un codon de stop, c'est-à-dire il va provoquer l'arrêt de la traduction et de la synthèse de la protéine. Et donc, la conséquence sera une protéine ou un polypeptide plus court au polypeptide normal. Et on appelle ça une mutation non-sens. Donc, c'est-à-dire, elle va donner une autre protéine. La mutation faux-sens, c'est lorsque la mutation provoque le changement d'acide aminé. Par exemple, ici, on a eu un codon GAG qui code pour l'acide glutamique. Après la mutation, le A était remplacé par le T. Et on obtient un codon GTG qui code pour la valine. Donc, il y a un changement de l'acide aminé codé par ce codon. Donc, normalement, c'est l'acide glutamique. Il a été remplacé par la valine. Et dans ce cas, le polypeptide donc sera pas le même. On n'aura pas la même protéine qui est normalement codée par le gène. Et c'est pour ça qu'on appelle cette mutation faux-sens. Elle nous donne un autre type de protéine. Le troisième type, c'est la mutation même sens. C'est-à-dire qu'il est une mutation qui ne provoque aucun changement concernant l'acide aminé. Donc, au début, on a eu un codon ATT. Après la mutation, donc qui a touché le T était remplacé par le A, on obtient toujours un codon qui code pour l'isoleucine. Donc, c'est le même acide aminé donc, que code le codon avant la mutation. Donc, la différence entre faux et non-sens. Faux et non-sens.
La mutation non-sens, donc, elle remplace le codon qui code pour un acide aminé, donc, par un codon stop, un codon qui provoque l'arrêt de la traduction. Donc, le remplacement dans la mutation non-sens est par un codon stop qui provoque l'arrêt de la traduction. Mais faux sens, elle remplace l'acide aminé, elle provoque le remplacement de l'acide aminé codé au début par un autre acide aminé. Voilà, donc la mutation non-sens, elle provoque l'arrêt de la traduction. C'est-à-dire, c'est une mutation qui aboutit à la formation d'un codon non-stop. Un codon non-stop, c'est le codon qui provoque l'arrêt de la traduction. La mutation faux sens, c'est une mutation qui provoque le changement de l'acide aminé. Au début, dans cet exemple, était l'acide glutamique. Après la mutation, c'est le valine. Et même sens, c'est une mutation silencieuse, c'est-à-dire qui ne provoque aucun changement concernant le polypeptide et les acides aminés. C'est clair? On passe maintenant aux mutations Framshift. Lorsque la mutation intéresse un triplé, tout un triplé, il n'y aura pas de décalage de cadre de lecture de la traduction. Donc, si on enlève, par exemple, ce triplé, il y aura un acide aminé qui manque dans la protéine, mais il n'y aura pas un décalage dans le sens dans le cadre de la lecture. Mais la mutation Framshift, c'est une mutation qui provoque un décalage dans le cadre de lecture. Par exemple, ici, ça c'est la séquence normale. En cas d'insertion, donc on va insérer le T à ce niveau-là. Donc, tout ce qui vient donc, après cette insertion sera différent par rapport à la séquence normale. Donc, les acides aminés vont être changés. Et on parle de... Donc, on va perdre tous les acides aminés qui composent donc le polypeptide normalement codé. La délition, la même chose. Donc, on a eu une délition à ce niveau-là. Donc, normalement, c'est CC, ACT. Donc, il y a eu une délition de là. Et par conséquent, on a un nouveau acide aminé et tous les acides aminés qui viennent par la suite seront différents donc à la chaîne polypeptidique normale. Donc, on aura à la fin une autre protéine. C'est clair? On passe maintenant aux mutations instables. Donc, les séquences instables sont formées par la répétition successive et homogène d'un motif de quelques nucléotides, dinucléotides ou trinucléotides. Donc, dans la population générale, le nombre de répétitions observées est variable, mais relativement stable lorsque le nombre est petit. Donc, chez la population normale et à l'état physiologique, on a des dinucléotides ou des trinucléotides qui se répètent. Et ils sont stables parce qu'ils ne provoquent pas un état pathologique, ne provoquent pas une maladie. Mais l'instabilité s'installe lorsque la longueur de cette répétition augmente. Plus les séquences sont longues, plus elles sont moins stables. On va comprendre avec l'exemple. Donc, on a l'exemple, la maladie de Huntington. La maladie de Huntington, c'est une maladie qui
provoquée par l'augmentation de la répétition des 3 nucléotides. Normalement, chez les sujets donc, normaux, il y a le triplet CAG qui se répète. En situation normale, ce triplet se répète 20 fois. S'il se répète plus de 40 fois, il va provoquer ce qu'on appelle la maladie de Huntington. Et cette instabilité est le plus souvent myotique, c'est-à-dire qu'elle touche les cellules germinales. Et donc, elle sera transmise à la génération, à la descendance. Mais elles peuvent être aussi mitotiques, c'est-à-dire elles peuvent toucher les cellules somatiques. On peut trouver chez un individu 2 populations de cellules. Une population de cellules normale et une population de cellules qui présentent cette mutation instable. Et on parle dans ce cas-là des mutations mosaïques. C'est clair? Satellites. Les satellites, on va les voir dans le cours de polymorphisme. La différence entre polymorphisme et mutation instable. Les mutations instables provoquent des maladies. Mais le polymorphisme est un état physiologique, c'est-à-dire il n'est pas pathologique. Donc ici, dans les mutations instables, on a dit que chez tous les sujets, on a des dinucléotides et trinucléotides qui se répètent. Une répétition supérieure à la normale provoque une maladie. J'ai dit que les mutations instables proviennent lorsqu'une répétition des séquences répétées. Donc, on a tous des séquences qui se répètent. Donc, soit dinucléotides, soit trinucléotides. Des séquences qui se répètent donc successivement. Et si cette répétition donc, augmente, c'est-à-dire devient plus longue, elle provoque des maladies. J'ai donné l'exemple de la maladie de Huntington. La maladie de Huntington est secondaire à une répétition supérieure à 40 fois de ce triplet. Donc, ce triplet, le CAG, se répète chez le sujet normal 20 fois. S'il se répète chez un sujet plus de 40 fois, il provoque la maladie de Huntington. Plus la séquence de répétition est longue, plus elle est moins stable. Je n'ai pas compris la question. Ces séquences vont être éliminées au cours de la transcription, quoi. Donc, au cours de la transcription, au cours de la réplication, il y a des erreurs qui se produisent. Mais elles seront normalement, il y a des enzymes de réparation. Elles seront normalement réparées. En cas d'absence de réparation de ces erreurs, on aura une mutation. On a parlé au début du cours des mutations endogènes. Les mutations exogènes qui sont secondaires à des erreurs de la réplication et la transcription. On passe maintenant à un autre type de mutation génique, la conversion génique. La conversion génique, par définition, c'est le transfert non réciproque d'une information de séquence, c'est-à-dire l'échange peut se faire entre une paire de séquences non alléliques. Et on parle dans ce cas-là de conversion génique interlocus. Ici, on a 2 chromosomes homologues et on a 2 allèles, l'allèle A
et l'allèle B. Si une partie de l'allèle A sera copiée au niveau de la partie, sera transférée au niveau de l'allèle B, on parle de conversion génétique. Donc, conversion génique. Conversion génique, c'est le transfert non réciproque. C'est-à-dire que l'allèle A va donner une copie de lui à l'allèle B. Donc, elle est non réciproque. L'allèle B ne donne pas une copie de lui à l'allèle A. C'est l'allèle A qui va donner une copie de lui à l'allèle B. Donc, c'est un transfert non réciproque d'une information de séquence. Donc, l'échange peut se faire entre une paire de séquences non alléliques, c'est-à-dire entre deux allèles différents. On a l'allèle A et l'allèle B. Donc, l'allèle A va donner une copie de lui à l'allèle B. L'allèle A, donc, reste intact. Par contre, l'allèle B qui a reçu la copie donc, de l'allèle A sera modifiée. Ce type de conversion est appelé une conversion génique interlocus ou non allélique. Elle peut se faire entre deux chromosomes homologues ou au niveau du même chromosome. Mais l'essentiel entre deux allèles différents. Ça, c'est le premier type de conversion génique. La conversion non allélique ou interlocus. Le deuxième type de conversion génique, c'est la conversion génique intra-allélique. C'est-à-dire entre le même allèle. Donc, une copie de l'allèle A, grand A, va être transférée à l'allèle petit a. Donc, l'allèle A sera intact et l'allèle B, l'allèle petit a, sera modifié. On appelle ça une conversion génique intra-allélique. Ça pour la conversion génique. On passe à un autre type de mutation génique, la fusion de gènes. Attends, je vais répéter. J'ai dit, la conversion génique, c'est le transfert non réciproque d'une information de séquence. C'est-à-dire, un transfert non réciproque, c'est-à-dire une copie donc, de cet allèle, par exemple, va être transférée à cet allèle. Mais dans un seul sens, c'est-à-dire de l'allèle A vers l'allèle B seulement. C'est-à-dire que l'allèle B ne va rien transmettre à l'allèle A. Il existe deux types, la conversion génique interlocus ou non allélique. C'est-à-dire qui se fait entre deux allèles différents. On a ici l'allèle A et l'allèle B. Un transfert de l'allèle A vers l'allèle B sur deux chromosomes différents est appelé conversion non allélique. Donc, pour le type A, elle se fait entre des chromosomes homologues. Par exemple, le chromosome 1 et son homologue, les chromosomes homologues, ou bien au niveau du membran du chromosome. Les deux cas sont des conversions géniques interlocus. L'essentiel qu'elles ne soient pas entre deux allèles, deux allèles. L'essentiel qu'elle ne soit pas entre le même allèle. Elle est entre deux allèles différents. C'est pour ça qu'on l'appelle non allélique.
Le deuxième type, conversion génique intra-allélique, c'est-à-dire entre le même allèle, mais entre deux chromosomes homologues. Ça sont deux chromosomes homologues. Par exemple, le chromosome numéro 1 et son homologue. Mais chaque chromosome porte un allèle différent. Oui, bien sûr, elle influence le phénotype parce qu'il y aura un changement du deuxième allèle. Donc, le premier allèle, il ne sera pas modifié, mais le deuxième allèle, donc, qui va recevoir donc, la copie, sera modifié. On passe maintenant à la fusion de gènes. La fusion de gènes, c'est un réarrangement qui se produit lorsqu'une double cassure se produit entre deux gènes. Il s'ensuit une transposition On passe maintenant à un autre type de mutation génique, la fusion de gènes. Fusion de gènes, c'est un réarrangement qui se produit lorsqu'une double cassure se produit entre deux gènes et il s'ensuit une transposition d'origine dans l'autre gène, soit dans le même chromosome ou dans deux chromosomes différents. La transposition intéressant deux chromosomes différents est appelée translocation. On a comme exemple la leucémie myéloïde chronique. Donc, la leucémie myéloïde chronique résulte de la translocation entre le chromosome 9 et le chromosome 22. Donc, au niveau du chromosome 9, au niveau du bras lent du chromosome 9, il y aura une cassure du gène ABL1. Donc, une cassure à ce niveau-là va libérer ce gène, le gène ABL1. Un autre point de cassure au niveau du chromosome 22 va libérer donc le gène BCR en eau. Ensuite, le gène du chromosome 9 ABL1 va être transloqué vers le chromosome 22. Donc, cette partie va être transloquée vers le chromosome 22. Et on obtient un nouveau chromosome qu'on appelle le chromosome de Philadelphia. Et cette partie va être transférée vers le chromosome 9. Ce qui nous intéresse, c'est le chromosome Philadelphia, le nouveau chromosome qui caractérise la leucémie myéloïde chronique. Ça veut dire pour un...
J'ai pas compris la question de Hedil. Est-ce que c'est clair pour la fusion de gènes? Donc, je passe à un autre type de mutation, les mutations pendant l'épissage. D'abord, c'est quoi l'épissage? L'épissage, c'est un processus par lequel l'ARN transcrit à partir de l'ADN. Donc, on a un bras d'ADN, il va être transcrit en ARN pré-messager. Cet ARN pré-messager contient les introns, qui sont les parties non codantes, et les exons, qui sont les parties codantes. Donc, ensuite, la ligature, donc la coupure et la coupure des introns et la ligature entre les exons forment l'ARN messager mature. C'est-à-dire, grâce à l'épissage, que l'ARN prémessager va se débarrasser des introns. Une mutation qui touche l'épissage provoque soit un saut d'exon, c'est-à-dire à cause de cette mutation, un exon ne va pas être traduit en protéines et de ce fait, donc le polypeptide formé sera modifié. Ou bien elle provoque l'absence donc d'épissage, c'est-à-dire une partie de l'intron qui est normalement enlevée reste attachée à l'exon. Et elle va provoquer une maladie comme, prenons l'exemple de la bêta-thalassémie. La bêta-thalassémie qui est secondaire à l'absence de synthèse de la chaîne bêta de l'hémoglobuline. Donc, la bêta-thalassémie, c'est une anémie qui est secondaire à l'absence de la synthèse de la chaîne bêta de l'hémoglobuline. Donc, une mutation, cette maladie est secondaire à une mutation qui touche donc le site accepteur de l'intron numéro 2. Donc, chaque intron a un site donneur et un site accepteur. Une mutation qui touche le site accepteur de l'intron numéro 2 va donc activer le site accepteur cryptique de l'intron 2. Il y a à l'intérieur de l'intron numéro 2 ce qu'on appelle le site accepteur cryptique. Ce site, en cas de mutation du site accepteur, va être activé. Il va provoquer, donc, il va être attaché, il reste attaché à l'exon. Ce qui provoque à la traduction, ce qui donne à la traduction un codon stop. Un codon stop, donc, un arrêt de la traduction. Donc, le polypeptide formé sera plus court que le polypeptide normal. Un autre type de mutation, c'est la duplication génique. La duplication génique, c'est un gène qui est représenté 2 fois dans le chromosome. L'exemple, c'est le syndrome de duplication du gène MECP2. Donc, c'est un syndrome qui est rare, qui touche les enfants. Il donne une hypotonie, un retard donc intellectuel et des infections pulmonaires à répétition. Il est dû à la duplication d'un gène, le MECP2, qui se trouve 2 fois. Donc, il est représenté 2 fois au niveau du chromosome X. Ça, c'est la duplication génique. Un autre type de mutation, c'est l'inversion génique. L'inversion génique, c'est un segment d'ADN plus ou moins lent qui va donc subir une double cassure et une inversion de son orientation. Donc, son orientation va être inversée. On cite comme exemple l'inversion du gène du facteur 8. Donc, le gène qui est responsable de la formation du facteur 8, le facteur 8 qui est un anticoagulant. Et en cas d'absence de ce facteur 8,
s'installe une maladie qui s'appelle l'hémophilie type A. Donc, l'hémophilie type A est due à l'absence du facteur 8. Ce facteur 8 ou l'absence de ce facteur est due à l'inversion de son gène. Ça pour les mutations. Oui, vous avez un cours à 14h30. Je vais essayer de terminer mon cours. Après, je vais voir si je peux vous répondre ou non. D'accord? Je termine d'abord, puis je reviens aux questions. J'enchaîne avec le polymorphisme. C'est quoi polymorphisme? Le polymorphisme génique vient du mot grec poly, qui veut dire plusieurs, et morphe, qui veut dire forme. Elle représente une variation dans la séquence nucléotidique des individus d'une population donnée, entrant l'existence de deux allèles au plus à un locus. Donc, c'est la présence de plusieurs formes pour un caractère donné. Par exemple, la couleur des yeux. Il y a le noir, le marron, le bleu, le vert. Tout ça est secondaire à la présence de plusieurs allèles. La présence de plusieurs allèles pour un caractère donné est appelée polymorphisme. Et c'est un état physiologique, pas comme les mutations qui provoquent des pathologies. Le polymorphisme est un état physiologique, non pathologique. En fait, le polymorphisme, c'est une mutation, mais une mutation physiologique, non pathologique. C'est ça la différence. La notion de polymorphisme repose à la fois sur le caractère non pathogène de ces variations et sur la fréquence. Donc, pour définir un caractère comme un polymorphisme, la fréquence doit être supérieure à 1% dans la population. Donc, pour qu'on parle d'un polymorphisme, la fréquence de ce polymorphisme doit être supérieure à 1% dans la population. Et le polymorphisme peut toucher une région codante ou non codante. Et il existe plusieurs types de polymorphisme. Donc, je reviens à ce type après. Donc, on a le polymorphisme de la séquence répétée. On a des séquences qui se répètent, qu'on appelle les mini-satellites. Ce sont des séquences de 15 à 25 paires de bases. Donc, une séquence de 15 à 25 paires de bases, on l'appelle mini-satellite. Une séquence de 1 à 5 paires de bases est appelée microsatellite. La répétition de ces séquences est appelée polymorphisme de la séquence répétée. Un autre type de polymorphisme, le polymorphisme simple de nucléotides, c'est-à-dire la variation d'une paire unique de bases à un site nucléotidique particulier. Ce polymorphisme est dû à une substitution et il donne généralement deux allèles différents au niveau de la séquence qui est le siège de substitution. Donc, on a l'exemple allèle 1 et allèle 2. Les deux allèles se ressemblent. Il y a une différence à ce niveau-là, au niveau du deuxième triplet. Le premier allèle, donc, le deuxième triplet est le GCG. Dans le deuxième allèle, le deuxième triplet est le GTG. Donc, le C était remplacé au niveau du deuxième allèle par le T. Et on obtient deux allèles différents. Ça, on appelle le polymorphisme simple de nucléotides, c'est-à-dire il ne touche qu'un seul nucléotide. Et cette